Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette toute première vidéo de l'année 2026. 2026, une belle année en perspective. D'ailleurs à ce sujet, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de santé en premier, parce que sans ça, on ne fait pas grand-chose. Et ça, c'est important. Donc une belle année en perspective, parce que je m'aperçois que c'est pas fait esprit, mais ça coïncide quasiment avec la sortie de mon futur jeu et en corrélation avec l'anniversaire de la chaîne qui a 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, plus particulièrement sur le domaine des jeux de société, de la peinture sur figurine, du modélisme, des décors, bref, il y a un peu de tout sur la chaîne, vous irez voir pour ceux qui viennent d'arriver. Et donc, il y a cette espèce de ce qu'on appelle de synchronicité qui fait que c'est les 10 ans de la chaîne et en même temps, je vais sortir un nouveau jeu faisant suite au premier que j'ai édité en 2024. PSS 117 Solar Warden, jeu de stratégie avec figurines sur table de jeu avec décor et non pas sur case. Et dans quelques temps, allez, on va se dire premier trimestre 2026, pourquoi pas le sortir à ma date d'anniversaire qui sera le 24 mars. Royaume d'Atlantis, les donjons oubliés, un dungeon crawling comme on dit dans le jargon, un explorateur de donjons qui est né suite à PSS 117 parce que je voulais faire un saut temporel pour lier les deux jeux. À travers les ancêtres des PSS qui ne sont ni plus ni moins que des Atlantes, des guerriers Atlantes. Et effectivement, les guerriers qu'on va retrouver dedans vont devenir des Vikings. Hein. C'est un peu l'ancêtre, on va dire. Ce jeu est un peu l'ancêtre des Vikings, un peu l'ancêtre des PSS. Parce que ces personnages sont recrutés sur leurs capacités, leurs caractéristiques dès la naissance. Ce qui est un peu... Voilà, un peu une corrélation avec PSS 117. Donc, dans cette vidéo qui est extrêmement longue, parce que je viens de la tourner, il y a 1h30 de présentation. À la fin, je dis qu'on va passer aux règles, mais quand j'ai vu le temps que ça prenait, je pense que je ferai une deuxième vidéo, parce que là, ça fait long, 1h30. Je suis très content et très fier de vous présenter donc ce projet qui est, on va dire, fait à 95%. À 95%, tout a été construit. Il nous reste à tester l'équilibrage. Parce que les retours que j'en ai eu de mes amis Alexandre de la chaîne Les Jeux de Dark, de Alain de la chaîne Voptis, et j'attends ceux de Dédé, pardon, pour de la chaîne plus de jeux, toujours plus jeux, pour enfin avoir quelque chose qui tient la route. Et qui non pas va, comment dirais-je, ça va pas être le donjon ultime, mais ça sera mon donjon tel que je le veux, tel que je l'ai imaginé, tel que je l'ai... rêver, c'est pas le mot, ça, le mot est un peu fort, rêver, mais tel que j'avais envie d'apporter ma touche personnelle, avec une, on va dire, une effluve, une fragrance de pas mal de trucs, et me voilà en train de me lancer dans un dungeon crawling exercice qui n'est pas forcément facile. Le jeu, j'ai voulu un jeu simple, efficace, rapide, où il n'y a pas besoin d'aller toujours vérifier des règles, bien que tous les cas de figure, j'ai peut-être en oublié un ou deux, mais là je laisse le joueur décider s'il y a un cas de figure ou alors me poser la question parce qu'il y a une logique et c'est basé sur, comme PSS 117, sur de l'iconographie. Et l'iconographie est très parlante, il n'y a pas besoin d'aller rechercher 36 millions de fois, il fait quoi telle icône, il fait quoi. Donc là j'ai voulu simple, efficace, basé sur un seul des 20. Voilà, je pars sur un système de D20 qui m'offre une amplitude beaucoup plus large pour les niveaux de monstres, pour les G2D, etc. Au lieu des D6, alors des D6 on en aura besoin pour marquer les points de vie sur les monstres, mais là je voulais quelque chose de simple, efficace, où
j'allie toutes ces passions qui sont la figurine, les décors, les tuiles de jeu, les cartes, les monstres, les sorts, les découvertes, les recherches de trésors, les détections de pièges, les salles secrètes, etc., etc. Mais tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Elle fait un peu plus d'1 h 30. C'est pour ça qu'après, j'ai tout stoppé parce que je me suis dit, ça fait trop. Donc, j'aurai plus tard, d'ici là, on est le 1er janvier. Je pense que je tournerai la vidéo de règles d'ici le 2, 3 plutôt. Et l'expédier dans le week-end qui arrive là, parce qu'on est jeudi. C'est plus léger pour moi parce que là, j'ai vraiment présenté quasiment la totalité du jeu, mais dans sa version prototypée, faite à 95%, ne pas aller sur les règles ou expliquer 2-3 petites choses que j'aurais peut-être oubliées après. Donc là, c'est une présentation du livret, des cartes. En fait, je vous donne quasi la totalité de comment ça va se passer. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, Eric, ça serait bien que tu expliques, enfin voilà, bien les choses, pour que vous ayez un avant-goût avant de passer aux règles. Et ensuite, une 3e vidéo qui sera une partie. Parce que c'est en jouant dans les parties, ça sera une partie crash test, comme je l'ai fait pour PSS, pour voir s'il y a d'autres points à soulever, parce qu'il y en a eu. Donc c'est un jeu, parce que j'ai oublié de le préciser, c'est un jeu coopératif ou solo, de 1 à 4 joueurs avec 4 aventuriers. Vous pouvez jouer avec 2 aventuriers, c'est moins lourd. C'est dans le monde Heroic Fantasy, c'est sur le continent Atlantis, avec un petit background, avec un petit, voilà, un petit peu du fluff, comme on dit dans le jargon, un petit peu d'historique. Et si vous voulez, vous allez incarner ces aventuriers qui vont aller dans des donjons oubliés du continent Atlante, parce qu'il y a un mal qui se réveille et il vient d'une autre dimension et veulent envahir ce continent. Donc voilà, il y a tout un truc et il y a des systèmes de quête. Pardon. Il y aura des systèmes de points d'expérience, de montée, de caractéristiques, il y aura des restrictions, il y aura de l'or, il y aura des nouveaux personnages, des nouveaux objets à récolter. Enfin, il y a des tas. C'est un peu mon donjon. Voilà, mon donjon tel que je l'aime, avec par la suite, j'en parle un peu dans la vidéo, par la suite, une première extension où là, on va mixer l'intérieur des donjons et l'extérieur, parce que le mal, quelque part, va se répandre et on va devoir faire aussi des quêtes en extérieur, avec des plaines, avec des... Voilà. Et dans le 3e, ça sera sûrement un mode campagne sur une carte, et puis ensuite on va définir des scénarios, et là on passera du mode exploration du continent à un mode donjon, à un mode plaine, etc. Donc tout ça est en train de se mélanger, mais ce que je vous propose de faire, alors j'oublie peut-être des choses parce que je sors quand même d'une matinée de tournage, c'est excessivement long, je comptais faire les règles cet après-midi, mais là je pense que je vais plutôt reporter ça. Donc, Royaume d'Atlantis, les donjons oublié, jeu de 1 à 4 joueurs. La particularité de ce livre, c'est que vous pouvez jouer tel quel. Il n'y a pas besoin de figurines. Il y a des pions pour les joueurs qui veulent s'initier, qui n'ont pas les moyens de figurines ou de peindre, etc. Tout est à l'intérieur, en fait. 40 pages de règles, plus de 100 et quelques pages de découpe. Alors, je vais expliquer dans la vidéo. Hein, voilà. Mais après, vous avez voilà. Vous avez votre jeu qui est devant vous et vous pourrez vous amuser. Voilà, ce que je vous propose de faire, c'est on va passer sur ma petite table de présentation et rendez-vous pour les règles de jeu d'ici 2 ou 3 jours. Allez, bon visionnage. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, ce que je vais vous montrer, c'est le prototype du livre. C'est-à-dire, ça ne sera pas la version finale, c'est juste pour vous montrer un petit peu un exemplaire relié, à savoir que bien sûr sur Amazon, ça sera sous la forme de ce qu'on appelle un livre broché. Alors, ce livre va contenir un petit peu plus de 170 pages, 172 ou 13, je ne me rappelle plus. Il y a à peu près une quarantaine de pages de règles, et le reste, bien sûr, sera
tout ce qui accompagne le jeu, notamment les cartes personnages, les cartes habiletés, les sorts, etc., etc., les pions. Enfin, vous achetez ce jeu, pour ceux qui ne possèdent pas de figurines, tout est intégré dedans. Il y aura des pions pour jouer sur les tuiles. Donc voilà, tout est intégré. Moi, ce que je vous propose dans cette première partie de vidéo, ça va être de jeter un petit coup d'œil rapide ce que contient le livre, tout le travail qui a été effectué depuis presque 2 ans de recherche, de graphisme, d'achat de logiciels, faire les tuiles, etc. Et là, c'est un peu la résultante de ce qui, justement, est né, ce début janvier 2026. Alors là, j'ai pas fait encore l'index, il y a juste les petites intros et la petite retouche à faire. Un petit historique, un petit peu ce qu'on appelle du fluff, du lore, du background. Voilà, dans le jargon, on va dire, ludique. Une petite introduction, ce que sont bien sûr nos adversaires. Alors, je précise qu'effectivement, alors ça me vient à l'esprit, au départ, je voulais créer un jeu de figurines dans la lignée de PSS, mais en remontant dans des temps immémoriaux qui auraient été les ancêtres des PSS, de mon premier jeu science-fiction. Et là, j'ai un petit peu bifurqué pour de l'exploration de donjons, avec bien sûr une extension, 2 extensions qui sortiront, où là, on va explorer un petit peu autre chose, mais je vous en dis pas plus. Alors, les Gardiens de l'Aube sont bien sûr des guildes d'aventuriers scindées principalement en 4 guildes, qui sont les guerriers, les archers, les espions et les mages. Donc ça, tout est expliqué ici. Le matériel de jeu, on va le voir tout à l'heure. Les explications, très important, les logos ou les emblèmes, on va dire, les blasons associés aux différentes guildes, parce que ça c'est très important de les retenir, parce qu'elles apparaîtront sur les cartes, car certaines guildes ont accès à, on va dire, des armes, des objets, peu importe, mais il est clair qu'une armure, une cotte de maille n'ira jamais sur un mage, parce qu'on respecte un petit peu le thème Heroic Fantasy, on va dire ancestral au jeu de rôle, etc. Donc la guilde des guerriers, la guilde des espions, la guilde des archers, la guilde des mages, avec le descriptif d'une fiche de personnage, mais ça on va le voir en détail, parce que je sais que vous voulez tout savoir, je vais tout vous montrer. Les objets sous forme de cartes, dont on verra tout à l'heure. On va avoir les objets de base avec lesquels nos personnages vont démarrer les parties, et ensuite ils vont évoluer vers d'autres objets. Donc nous aurons des cartes d'habileté. Les habiletés dans le jeu sont un petit peu le cœur on va dire, de nos personnages, parce qu'effectivement ils ont été un petit peu triés sur le volet comme dans PSS. Donc il y a ce lien temporel qui se crée entre les programmes spatiaux secrets, donc PSS 117, mon ancien jeu science-fiction, et celui-là, parce que dans PSS ils sont modifiés au niveau de leur ADN, de leur capacité, et là c'est pareil, ils sont recrutés en fonction de leur capacité de combat, innées, ce que j'appellerais des capacités innées. Voilà. Et ils ont des habiletés qui leur sont affectées et qui vont en gagner au fur et à mesure de leur évolution, de leurs expériences, etc., etc. Donc, nous retrouvons ici les logos. Par exemple, là, cette habileté, enfin, du moins, ce dos de cartes habileté sont des habiletés communes qui vont pouvoir apprendre au cours du jeu, parce que bien sûr, ils vont évoluer, ils vont gagner en expérience, ils vont monter de niveau, etc., etc. Nous avons des habiletés qui sont spécifiques, là, par contre, au logo des guerriers. Donc là, c'est des habiletés qui sont très tournées vers leur guilde. Et un exemple de cartes d'habileté qui, je le préciserai dans les règles, peuvent se jouer, certaines, actives, ce que j'appellerais active, c'est un peu l'originalité du jeu, c'est pourront se jouer pendant leur phase de jeu des héros, mais par contre il y a des habiletés qui pourront se jouer en dehors des phases de jeu, c'est-à-dire pendant la phase des monstres.
Alors ça a été tout un calcul, parce que c'est quand même le cœur du jeu, le sel qui va différencier les monstres qu'on va affronter de nos héros qui, bien sûr, sont relativement quand même bien entraînés. Les cartes sorts, alors particularité des cartes sorts, je me suis basé sur mes connaissances, on va dire en dilettante de la médecine chinoise, parce que je le rappelle, j'ai été enseignant de tai chi, j'ai étudié la médecine chinoise, et effectivement, nous avons des éléments dans la médecine chinoise qui sont complémentaires, et il y en a qui on va dire, se confrontent. Par exemple, l'eau et le feu sont quand même pas des éléments qui vont bien ensemble. C'est pour ça que j'ai créé 4 écoles de magie, l'école du feu, l'école de l'air, l'école de la terre, l'école de l'eau, avec une possibilité de tourner son orientation au niveau des mages, parce que ce sont des sorts pour les mages, c'est-à-dire je fais la description des forces, des faiblesses, etc. Mais à vous de choisir quelle orientation vous allez donner à votre mage. Si vous voulez un mage, on va dire impulsif, attaquant, ça sera plutôt une école principale de feu, avec bien sûr un accès aux écoles secondaires de l'air. Pourquoi? Parce que l'air alimente le feu. D'accord? Donc là, vous choisissez votre orientation. Vous aurez, si je me souviens bien, 2 sorts d'école de feu, et vous aurez accès à un sort de l'école de l'air, à savoir qu'effectivement, il y a cette complémentarité au niveau de ces écoles. Donc moi, j'aurais tendance à utiliser plutôt une école de magie de feu avec une complémentarité d'air. Voilà, alors tout est décrit. Pareil ici, l'école de la terre et l'école de l'eau. Donc à savoir que je pourrais tourner mon mage plus un mage d'air avec 2 sorts au départ d'air et un sort de feu. Voilà. À savoir que les sorts de feu sont relativement puissants, donc leur niveau de difficulté pour les lancer sera supérieur, ce qui est normal. C'est des sorts offensifs. Mais j'ai essayé d'équilibrer que dans chaque école complémentaire, il puisse y avoir des sorts de soins, et ça c'était important de l'intégrer. Pareil, vous pouvez choisir en école principale la terre avec une école de magie d'eau, ou inversement. Donc vous aurez le choix sur ces 4 écoles en choisissant une principale, et la secondaire vous est imposée. Voilà, c'est un petit peu le feeling du jeu. Alors bien sûr, les cartes sorts, alors ça il faudra sûrement que je les réintègre. Comme je vous dis, c'est un prototype, parce que Arme enflammée, qui est un sort de niveau 1, on le verra tout à l'heure, le seuil de difficulté est beaucoup plus élevé pour le lancer. Donc voilà, il y a les différents sorts des 4 écoles, on va dire, de magie. Les cartes d'objets communs, ce sont des cartes, on va dire, qui vont vous permettre entre 2 parties d'aller vous équiper. Alors, des armures de cuir renforcées, dont effectivement nous retrouvons les logos ici, qui vont permettre de dire à qui peut posséder ce type d'objet. Donc moi, je ne vois aucun inconvénient qu'un mage puisse avoir une armure de cuir renforcée pour rajouter de la défense. On verra tout ça tout à l'heure en descriptif détaillé et super complet des cartes. Nous avons les cartes et les pions trésors. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du dungeon crawling, donc de l'exploration de donjons, les cartes trésors qu'on va trouver en allant chercher, on va dire, des trésors sur les tuiles, avec des pions, qui est une particularité justement liée aux tuiles, mais ça, on va le voir tout à l'heure. Donc, elles comprennent différents objets quasiment uniques, enfin, différents les uns des autres, avec peut-être un rajout de 1 ou 2 cartes, mais il faut bien dissocier les cartes trésors des cartes communes, parce qu'on ne trouvera pas les mêmes choses d'un côté ou de l'autre. Je pousse l'exploration du donjon à récupérer de l'or, de l'expérience, pour pouvoir aller au magasin, entre parenthèses, et acheter des cartes pour s'équiper. Nous avons la particularité des cartes donjons et salles secrètes. J'y ai intégré la notion de salles secrètes, c'est-à-dire ce sont des passages secrets qui donnent à des salles uniques. Alors, toutes les tuiles sont uniques, hein, il n'y en a pas une qui se ressemble. Ces cartes donjons vont nous servir à explorer le donjon. Donc, à chaque phase de jeu, enfin à chaque tour de jeu, on va commencer par différentes phases, mais ça je vais les expliquer tout à l'heure, et à un moment donné on va explorer.
Donc on va tirer une carte donjon et ça va nous donner ce type de carte où on va aller chercher la tuile correspondante et les règles spéciales sous forme d'iconographie, comme je l'ai fait dans PSS 117. J'ai trouvé que ce système était rapide, fluide, efficace. D'ailleurs, mes testeurs, que je remercie énormément, Alexandre, Alain et Dédé, qui sont tous les trois des youtubeurs et des joueurs expérimentés, m'ont bien sûr, entre parenthèses, félicité, je ne sais pas si c'est le mot, mais m'ont fait leur retour, parce que le jeu est toujours en phase de test, sur la fluidité et la simplicité des choses, tout en faisant des combinaisons au niveau du jeu. Donc là, c'est en cours de maintenant, la dernière phase va être comment on appelle ça, l'équilibre du jeu. Voilà, on va trouver une notion d'équilibre, d'équilibrage du jeu pour finalement aller se lancer officiellement pour le mettre en vente sur Amazon. Les cartes pièges, petite particularité, j'aime bien ce mot, vous l'aurez remarqué sur la chaîne, c'est que quand on va explorer une pièce, on va appliquer des règles, savoir s'il y a un piège dedans. Mais ça, on va le voir en détail et les pièges, bien sûr, vont se déclencher si on ne les désamorce pas. Nous aurons aussi des cartes objets légendaires. Donc là, dans le livre de base, nous n'en aurons que 2. Dans l'extension, nous en aurons plus. Nous aurons plus de monstres, etc., etc. Donc ça, on va le voir. Là, les cartes caractéristiques des monstres Kanduk, je les ai appelés les Kanduk parce que j'avais vu ça, je ne sais plus dans quelle émission, ils parlaient des côtés sombres, des choses, ils appelaient ça les Kanduk. Bon, j'y tiens, ça me plaît bien ce nom. Et donc, ça regroupe un ensemble de monstres qu'on va retrouver dans le bestiaire, bien sûr, Heroic Fantasy, comme les rats géants, comme les araignées, comme les gobelins, comme les orques, etc. Mais avec la particularité d'avoir des niveaux, des monstres de niveau 1, donc qui correspondent avec, on va dire, un monstre quelconque. Là, c'est une tisseuse, elle a une particularité, cette araignée géante, c'est-à-dire qu'elle va vous entoiler. Donc là, l'icône, il y aura des icônes état aussi, des pions état, et elle va vous mordre après, c'est-à-dire que lors de sa phase, elle va non pas vous infliger des dégâts, mais vous entoiler, c'est-à-dire elle va vous enrober, et ensuite elle va vous mordre comme on le trouve dans la nature. Donc vous verrez dans le jeu, il y a une forme, j'ai essayé de m'approcher d'une forme de réalisme des choses, pour être un peu plus en immersion, et son pion associé, mais ça on verra tout à l'heure, parce qu'il y a une histoire de pion, comme je dis, vous n'êtes pas obligé de jouer avec des figurines. Vous pourrez jouer avec les pions, tout est intégré. Des monstres de niveau 2, alors là on retrouve un guerrier orc, forcément. La particularité c'est qu'il est entouré de jaunes, c'est pour ça qu'on va pouvoir le repérer lors de la pioche des monstres. Et un monstre de niveau 3, et là j'ai intégré un assassin elfe, ma foi, qui... il peut faire mal. Il peut faire mal. Et bien sûr des cartes boss avec leurs caractéristiques et leurs règles spéciales. Donc là j'ai mis les règles spéciales du nécromancien. Vous en aurez 2 dedans, le nécromancien et le seigneur orc, voilà, assis sur son trône, voilà, et non pas son trône où on va tous les matins, vous l'aurez compris. Pardon, un peu d'humour, ça fait du bien. Alors, j'ai classifié les catégories de monstres en différentes classes. La classe des bêtes, donc araignées, chauves-souris, rats. La classe des morts-vivants, loups, loups zombies, squelettes, ghouls. La classe des peaux vertes, donc les gobelins et les orques. La classe des elfes noirs, alors là il n'y en a qu'un pour l'instant, on verra plus tard. La classe des humanoïdes, nécromanciens et cultistes. D'accord ? Je vous laisserai explorer le lore, le background, l'historique, parce que je ne sais pas le but de... alors je l'ai fait en intro de la vidéo pour vous donner un petit peu de, on va dire, de matière. Mais c'est pas tourner lore, le background. Autrement, j'écris un roman, mais qui sait, pourquoi pas. Et ensuite, on a les tuiles donjon que j'ai conçues avec le logiciel Dungeon Draft, dont j'ai acheté ce qu'on appelle les assets, c'est-à-dire les assets payants, conçus pour usage commercial. Donc j'ai investi pas mal sur ce jeu, j'ai investi au moins 200-300 balles sur l'ensemble de la, on va dire, de ce que j'ai conçu. Ensuite on passe aux règles et là j'explique un petit peu
les mises en place, le matériel, etc. Comment jointer les règles? Alors, je vous donnerai des astuces au niveau des tuiles, parce que si vous avez une petite table de jeu, vous n'êtes pas obligé de construire tout votre donjon, de l'avoir étalé, parce que on ne revient pas sur la tuile précédente, donc il suffit éventuellement de changer de tuile. Pour ceux qui sont geeks, ils peuvent construire leur donjon, leur évolution, oui, mais pour ceux qui veulent y voir plus clair, là j'ai une toute petite table de tournage, et une tuile suffit avec mes cartes caractéristiques sur le côté. Voilà. Et ça, c'est pas mal du tout. Alors, l'anatomie d'un tour de jeu, on va le voir tout à l'heure. Un tour de jeu est composé de 7 phases. Et on a une phase d'exploration qui, elle, va se décomposer en des séquences à suivre dans l'ordre. Nous aurons donc le descriptif des différentes phases ici. On va les voir tout à l'heure. Les zones de danger, voilà, c'est l'équivalent des zones de tacle, hein, à Blood Bowl pour ceux qui connaissent. Les zones de danger, les déplacements, les combats, les tirs, la visibilité dans les donjons, hein, qui on voit pas, avec des règles de particularité. Ce sont des règles que j'avais inventées pour Frostgrave, que j'ai repris et amélioré. Donc il y a plein d'exemples, on va dire. J'ai essayé d'être, comment je peux le dire, au maximum détaillé au niveau des règles. C'est pour ça il y a 40 règles, 40 pages de règles, mais après ça se prend vite en main. Petite particularité sur les lancements de sorts. Moi, en tant qu'ancien joueur de Magic, j'ai repris un peu le système d'inclinaison, sauf que là on va les incliner sur 3 niveaux. Et ça, je l'expliquerai tout à l'heure. Alors, après, je fais un petit aparté sur les habiletés. Les phases d'activation des monstres avec leur IA. IA particulière pour les archers. Parce que les archers, en général, ça ne va pas au combat au corps à corps. Donc, j'explique ici. Voilà. Comment ça se passe. L'iconographie, explication de l'iconographie, les phases d'exploration et l'iconographie et leur signification. Donc tout est dedans, c'est facile à retenir, c'est très imagé. Là, par exemple, nous avons les points d'expérience, donc on sait tout de suite que pouf, ça grimpe. Là, pareil, avec des règles particulières sur les boss, sur voilà, les invocations du nécromancien, etc. Donc, les quêtes expérience, alors ça, je suis en train de finaliser. Donc là, les tableaux d'expérience à retoucher, bien sûr, selon les tests. Parce que là, ces derniers tests, voilà, il y a des choses à améliorer. Acheter et vendre des cartes. Vous pourrez acheter des nouvelles armes, équipements, potions de soins, explosives, etc. Mais aussi revendre vos objets. Donc la particularité aussi, vous avez vu, j'aime beaucoup ce mot, particularité, c'est que dès la première partie, votre toute première partie avec vos personnages, vous n'aurez pas le droit de vendre votre matériel d'entrée. Vous devrez d'abord l'utiliser pendant une partie. Vous aurez l'octroiement, je crois, de 20 pièces d'or pour éventuellement acheter des potions, etc. etc. Donc ça, c'est tout expliqué. Donc là, les remerciements. Et voilà, donc là, je suis en train de travailler sur l'expérience avec des refontes au niveau des quêtes, au niveau des... voilà, j'explique un petit peu. J'essaie d'être le plus simple possible pour vous laisser le libre arbitre, le libre choix, tout en étant guidé dans les différentes quêtes que j'ai classées en 3 principales quêtes. Les quêtes de courte durée, on va dire entre 1h15 et 1h30. Les quêtes de durée moyenne, ça c'est au niveau du temps de jeu, c'est attesté. Et les quêtes de longue durée avec, bien sûr, le nombre de cartes qu'on va devoir utiliser pour chaque quête, parce que on va explorer, il ne faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'il n'y a que 7 tuiles sur les quêtes de courte durée que ça va durer une demi-heure. Hein. Parce qu'effectivement, il y aura des tas de choses à faire, il y aura des trucs à découvrir, il y aura enfin, il y a plein de choses qui, voilà, c'est une partie d'1h30 maximum, quoi. Ensuite, j'ai conçu des quêtes thématisées, c'est-à-dire là, en l'occurrence, nous avons des orques, nous avons des orques et gobelins, nous avons aussi des morts vivants. Donc là, pour l'instant, on va rester sur ces thèmes-là. Et un petit lore, je me suis amusé à mettre un petit
petit historique, une petite histoire que je vais remodifier en mettant en scène effectivement d'une façon universelle les quêtes de courte durée par exemple. Et voilà. Et à vous de choisir les niveaux de quêtes que vous devrez faire. Voilà, parce que je vous laisse le libre arbitre avec une base, après de concevoir vos propres donjons, parce que d'un donjon à l'autre, il sera différent. Dans l'extension, je rajouterai encore plus de tuiles. Là, c'était une histoire de place et de prix, parce que voilà. Et les remerciements. Et puis, nous en avons fini avec ce livret prototype. Ce que je vous propose de faire maintenant, on va passer au détail complet des cartes. Alors, j'ai préféré vous présenter d'abord les cartes avant de vous présenter le matériel nécessaire pour jouer, qui est extrêmement limité. Hein. J'ai voulu aller dans la simplicité, mais il était important qu'on passe un petit moment ensemble pour vous expliquer cette conception de cartes. Vous voyez, il y a quand même du choix, il y a quand même pas mal de choses, et ça, comme cela va être la partie peut-être un peu plus longue, après on verra les règles, je préfère faire comme ça parce que le reste après c'est des dés, c'est des pions, donc voilà. Alors, la spécificité du jeu, c'est qu'on va y retrouver 4 héros d'une même guilde, et j'ai voulu qu'il y ait une totale parité et un choix multiple pour que vos 4 aventuriers, qui sont les guerriers, les espions, les archers, les mages, puissent quelque part le composer comme vous voulez. Vous pouvez composer une équipe de filles, vous pouvez composer une équipe de garçons. Ça, c'est vous qui voyez. C'est pour ça que lors des cartes personnages, alors je vais faire gaffe au reflet, vous avez des guerriers de type homme et des guerriers de type femme. Il n'y a pas de différence en capacité. Ils ont tous les mêmes capacités, les mêmes habiletés, les mêmes compétences. Donc là, il n'y a pas de souci. Le seul truc qu'il y a, c'est que je vois que là, je me suis gouré au niveau des points de vie, mais ça, c'est les protos, hein, donc il va falloir que je réassemble. C'est qu'on a 13 points de vie ici et 14 là, donc j'ai dû me gourer quelque part. Voilà, donc je me contredis, mais c'est normal, c'est parce que les cartes ne sont pas encore officielles. Nous aurons les cartes d'archer, comme vous pouvez le voir, là on y retrouve les 13 points de vie de l'archer et de l'archère. Il n'y a que sur les guerriers où je me suis gouré. Et ça, on va le voir en détail. Hein. Je vous montre juste voilà, les caractéristiques des personnages. L'espion et l'espionne, qui j'ai pas voulu y mettre d'assassin. Par rapport à la philosophie d'Atlantis, je préfère des espions que assassins. Mais ça, ils ressemblent un peu. Hein, mais un peu des ninjas. Sauf que là, les espions ont leur capacité spéciale aussi. Tous les personnages dans ce jeu ont des capacités qui leur sont propres. Le mage et la charmante mage. Alors là, au niveau, j'ai pas précisé, mais au niveau personnage, vous pouvez jouer avec des elfes, vous pouvez jouer avec ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que voilà, c'est la guilde qui est importante. Après, moi, je peux prendre un mage elfe, par exemple, au hasard. Et pareil ici avec... Alors, de toute façon, moi, ce que je vous propose de faire, c'est que... Allez, je vais prendre l'espionne, tiens. L'espionne. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde à l'écran on va faire l'anatomie d'une carte de personnage. Alors, en haut à gauche de l'illustration, vous avez l'emblème de guilde. C'est pour la reconnaître. Donc là, c'est une espionne. C'est marqué dans le parchemin. À droite, on a ses points de vie. En dessous, sous forme toujours de symboles iconographiques, nous avons la marche. Hein, c'est la spécificité de l'espionne, enfin des espions, de la guilde des espions, c'est qu'ils se déplacent rapidement, comparé à un autre personnage qui se déplace de 5. L'espionne, l'espion se déplaceront de 6 cases. Ça, on va le voir tout à l'heure, parce qu'on ne se déplace pas en diagonale, sauf effet de carte spéciale. Donc là, c'est la marche. Le petit carré vide à droite correspond au bonus de marche lié à une montée de niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
Alors, sur la marche, c'est une particularité, voilà, comme vous, hein, il fallait que je le glisse encore ce mot, c'est que tous les héros auront droit, bien sûr, de monter en compétences, en caractéristiques, jusqu'à plus 2 maximum pour la caractéristique de la marche. Ça veut dire que l'espionne pourra monter maximum jusqu'à... enfin non, la capacité de marche maximum pour chaque héros sera de 7. Donc un héros de type guerrier, mage et archer ont 5 de base et pourront monter cette caractéristique jusqu'à 7. Parce que dans les donjons, il ne faut pas trop courir parce que ça glisse. Hein, donc j'ai voulu représenter ça comme ça. Donc ça, c'est la spécificité de la marche. Donc l'espionne pourra gagner que plus 1 pour atteindre la capacité maximale de 7 sur cette caractéristique. Alors cette caractéristique, elle est comme ça. Par contre, toutes les autres gagneront un maximum de plus 5 à noter dans le petit carré vierge pour chaque capacité, qui est quand même relativement fort. Voilà. Donc, là, à droite de la marche, nous avons la défense. Ça va être les bonus de défense liés aux héros. Hein. Ces bonus-là, ils sont différents en fonction des personnages. Ensuite, en dessous, nous avons le bonus d'attaque. Alors, l'espionne a un bonus d'attaque d'entrée inné dans cette caractéristique que j'ai appelée une caractéristique innée, qui est de plus 1. Sur le G2D, elle va combiner sa caractéristique innée et l'arme qu'elle utilise, et elle devra égaler ou dépasser la défense adverse. Mais ça, on le verra tout à l'heure, mais c'est pour vous donner déjà une petite idée. À droite, voilà, symboliquement, c'est la capacité de tir. Elle n'en a pas. Toujours pareil, petit carré à droite pour atteindre jusqu'à 5 maximum. Alors, je vous conseille de faire des photocopies si vous voulez jouer avec différents personnages. Alors, je spécifie dans les règles, j'y pense, je vous le dis maintenant, vous pourrez jouer avec n'importe quel type de personnage. C'est-à-dire que maximum, 2, bien sûr. Vous pouvez jouer avec 2 guerriers, un mage, un archer. Vous pouvez jouer avec 2 mages, une espionne et un guerrier. Donc vous pourrez combiner tout ça comme vous voulez, mais à condition d'avoir 4 héros maximum. Voilà, ça c'est important de le savoir. Ensuite, nous avons en dessous la capacité de volonté, parce que nous aurons potentiellement besoin, pour se défaire de l'entoilage. J'ai pas voulu rentrer une capacité de force, une capacité de dextérité, une capacité d'agilité, parce qu'autrement, la carte, elle fait 4 km de long. J'ai voulu résumer, voilà, une capacité de volonté à se défaire de quelque chose. Donc voilà, c'est capacité, par exemple, d'entoilage de l'araignée. Il faudra faire un jet de volonté, voilà, pour se défaire. Parce qu'au-delà de la force, ils en ont, il faut avoir la volonté d'utiliser cette force. Je l'ai interprété comme ça. Et à droite, nous avons sur l'espionne un plus 2. Alors, à quoi correspond cette icône ? Pour moi, il symbolise la connaissance générale, la culture générale, tout ce qui peut être général dans tous les autres domaines. C'est-à-dire crocheter, trouver un passage secret, tout ce qui peut être lié à une connaissance sur voilà, différentes choses. Et parce que je voulais 6 caractéristiques et pas m'embêter à mettre 36 millions d'icônes. Donc là, toujours pareil, elle pourra acquérir un maximum de 5, donc elle peut monter potentiellement à 7 en connaissance générale, et ça peut aider à désamorcer un piège, par exemple. C'est une connaissance générale. Voilà, moi j'ai appris l'informatique, mais j'ai d'autres connaissances générales liées à pas forcément mon métier. Voilà. Alors en dessous, on a l'équipement de base dont il faudra regarder les cartes. Donc elle a, alors comme je vous le dis, cette carte n'est pas à jour, c'est pas grave. Équipement de base, elle aura une épée et une armure de cuir légère qu'il faudra aller chercher, on verra tout à l'heure, dans les cartes de base. Et les habiletés de base, alors là, je ne sais pas si je l'ai modifié, mais ils seront dotés, nos héros, des habiletés de guilde qui sont associées à leur guilde. Je crois que j'ai mis ou 2 habiletés de guilde, ou une habileté de guilde et une habileté commune. Voilà, c'est au choix. Voilà. Et les habiletés, c'est pareil. Vous pourrez faire des photocopies
des habiletés. Si vous jouez avec 2 espions, un archer et un guerrier, bah, si vous n'avez pas accès à toutes les habiletés, bah, vous pourrez faire des photocopies. Ça, c'est pas... Et puis il faudra noter au crayon. Donc là, je reviens sur la carte, sur la table. Dans les carrés, bah, je vous conseille éventuellement soit de faire une photocopie, soit de la plastifier. Vous voyez, vous la plastifiez, vous utilisez un crayon effaçable, à savoir que j'ai pensé à tout. Il y aura une feuille récapitulative que vous pourrez photocopier aussi pour la garder, pour expliquer l'évolution de tous les personnages, de ce qu'ils possèdent. C'est un peu la fiche de sauvegarde pour dire, ben, quand vous jouez, si ça s'efface ici, ben, vous reprenez la fiche complète à 4 et vous regardez qui est à quel niveau, avec quel objet, etc. Donc j'y ai pensé aussi, ça c'était important. On en a fini pour la fiche de caractéristiques. On va regarder maintenant les différentes cartes en détail. Allez, allez. Alors, comme vous voyez, il y a pas mal de cartes. Je crois qu'il y en a, ça dépasse les 160. Alors, je vais d'abord vous montrer effectivement comment j'ai trouvé la solution, parce que découper plus de 100 feuilles du livret, ça va être chaud. Il va falloir bien sûr, derrière la feuille à découper, que vous mettiez on va dire une protection. Alors j'en ai pas sous la main, mais c'est souvent des petites trucs de modélisme. Voilà, et vous découpez au cutter. Et la spécificité, par exemple, tiens, je vais prendre cette carte qui est un objet de légende, un objet légendaire. La spécificité, c'est que, en fait, hop, voilà, vous découpez comme ça. Vous allez plier, vous allez glisser une carte. Alors moi je prends une carte Magic parce que les formats des protections de cartes, ce qu'on appelle des sleeves, sont des formats standards qui sont associés à tout ce qui est carte Pokémon, carte Magic, mais vous pourrez y glisser aussi une carte de jeu normal. Hein, voilà, glissez dedans, tac, et ensuite vous prenez un sleeve, et vous mettez, et voilà, votre carte est faite. Voilà. J'ai voulu simplifier ça parce que c'était important, en sachant effectivement que j'y ai pas tout mis, parce qu'autrement on monte à 300 pages. Ça, je dis, je me réserve pour les extensions. Donc on plie, on découpe. Enfin, les cartes seront comme ça, positionnées comme ça sur la feuille. Voilà. Elles ont été millimétrées de façon à ce que les cartes puissent rentrer dans les protecteurs de cartes. Je rappelle, j'ai acheté ceux-là sur Amazon pas cher. Il vous en faudra à peu près 200. Là, j'en ai 100, ça coûte pas très cher. Et ensuite, vous pliez ici. Voilà, vous ramenez les deux bords, vous pliez. Moi, je glisse une carte Magic parce que je suis un ancien joueur de Magic et je trouve que le format est le format standard de toutes les cartes de jeu en général. Clac, je la glisse et voilà. Et ensuite, bien sûr, ça va être en gros le gros travail. Le gros travail, oui, que vous aurez à faire pour avoir un jeu complet. Mais selon mon impression que j'ai eue une fois que j'ai fait toutes ces cartes, je me suis dit, waouh, putain, j'ai tout ça, il y a un choix, ça apporte, pardon, une satisfaction. Voilà, moi qui suis... qui aime les cartes, qui aime les dés, qui aime les figurines, qui aime les tuiles, qui aime j'ai regroupé en un seul jeu tout ce que j'aime. Voilà, c'est mon donjon. Voilà, c'est pas le donjon ultime, c'est mon donjon, à moi, comme je voudrais. Alors, quand on s'équipe de départ, nous avons différents objets de base. Et là, nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, hein, les associés aux guildes, aux 4 guildes. Alors, il va m'en manquer parce que j'ai peut-être pas tout imprimé, mais nous retrouvons des objets de base de la guilde, bien sûr. Alors, je suis désolé pour le reflet, là, si je le mets là. Oui. Guilde des espions, guilde des archers, la guilde, hop, les donjons qui veulent se barrer, la guilde des guerriers, la guilde des mages, et chacun ont leur capacité. Alors, je vais vous prendre, admettons, allez, on va prendre la guilde des archers. Hein, on va changer un petit peu de perso. Hop, les objets de base, allez, je vous le mets à l'écran. Il s'agit
d'un arc court. Voilà, l'arc court. Alors toujours pareil, dans la symbologie, hein, dans l'iconographie, effet et règles spéciales, +1 pour tirer, et -2, ça c'est les dégâts. Voilà, les dégâts qu'inflige le tir à cet arc. À savoir qu'on va cumuler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la capacité innée de tir de l'archer, plus l'arme, on va dire la capacité de l'arme. Donc là, en l'occurrence, sur l'archer, si je regarde sa fiche, vite fait, nous avons, voilà, il a +3 en tir, capacité innée, et on rajoute le +1, ça fait +4 sur son dé. Voilà, sur son dé. Et on n'aura qu'un dé à jeter. Voilà. Et s'il touche, s'il dépasse ou il égalise la défense adverse, eh bien, il inflige 2 dégâts. Voilà, tout simplement. Voilà pour l'objet de base. Ensuite, nous avons les habiletés, et ça c'est très important, c'est le sel, le cœur de ce que j'ai voulu, on va dire, développer. Hop, on va toujours la mettre là, comme ça on voit, je ne sais pas si on le voit. Là, c'est les habiletés de mage. Alors, il y a des habiletés communes qui sont accessibles à tout le monde, symbolisées par les 4 icônes de guilde. Là, les habiletés des guerriers, toujours avec leur emblème. Les habiletés des archers, voilà, ici. Et nous avons les habiletés des espions. Alors, il y en a 5 par catégorie de personnages et des habiletés communes. On va en prendre une habileté commune, vous verrez. C'est une habileté universelle. Allez, au pif. Voilà, j'aime bien tirer au pif. Décidément, je tousse. Alors, crochetage, je vous le mets à l'écran. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une habileté commune et c'est une habileté active. Ça veut dire qu'il faudra qu'elle se joue durant la phase des héros. Voilà. Qu'est-ce que fait cette habileté? Elle rajoute un bonus de +4 en connaissance générale, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ouvrir une porte, un coffre verrouillé. Alors, une porte, je pense que je vais modifier, il s'agit d'un passage secret. Mais bon, voilà, il se peut aussi qu'il y ait des portes verrouillées. J'en sais rien. Ensuite, en dessous, bah oui, voilà, n'importe qui peut l'avoir. Et la spécificité des cartes habiletés, c'est que vous aurez droit à en posséder 5 maximum en main, mais vous êtes illimité en matière d'habileté. C'est-à-dire vous pouvez collectionner toutes les habiletés de votre guilde et toutes les habiletés communes, comme je vous l'ai dit, éventuellement faire des photocopies des habiletés communes. Et en bas à droite, il faudra les défausser. C'est là où j'en viens qu'une capacité est utilisable qu'une seule fois par partie. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou un autre, vous êtes coincé, parce que je ne veux pas que les joueurs soient coincés. À un moment donné, si vous êtes coincé sur un truc, sur un passage secret, etc., vous pouvez jouer une carte habileté et vous rajoutez votre bonus en connaissance générale. C'est un crochetage. Par exemple, il y a des personnages comme le mage qui me semble... Non, il y a les guerriers qui sont pas très fut des fois, ils ont 0 en connaissance générale. C'est bien de les équiper de ça pour qu'ils puissent, on va dire, monter temporairement en connaissance. Donc, une fois que cette carte est utilisée, on la défausse. L'iconographie en bas à droite veut dire on défausse la carte. Voilà, on la jette. Mais elle n'est pas perdue. C'est-à-dire qu'elle est défaussée pour la partie, mais on peut la récupérer la partie suivante. Voilà pour les habiletés. Maintenant, allez, on passe au sort. Alors, sort, il y a 3 niveaux de sort. 2 sorts de niveau 1. Ici, nous avons la terre, les sorts de terre. 2 sorts de niveau 2 et un sort de niveau 3. En totalité, nous avons une vingtaine de sorts. Pour commencer, je vous dis, la partie, la boîte de base, enfin le livre de base. Nous avons des sorts de feu, pareil, 2 sorts niveau 1, 2 sorts niveau 2, un sort niveau 3. Voilà, sort de feu. Pareil pour l'eau. Alors, à ne pas confondre l'eau, voilà, et l'air. Ça se ressemble un peu, parce que c'est la même couleur. D'accord? Et, comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction de votre école principale choisie, l'eau, le feu, la terre ou l'air, vous aurez automatiquement une école compatible.
Je choisis l'école de feu, automatiquement je sais que j'aurai l'école d'air avec. Voilà, là il n'y a pas besoin de faire un rappel. Et on va faire l'anatomie d'une carte. Sort, allez, je vais prendre un sort de niveau 1. Ah bah tiens, on va prendre... ouais, on va prendre l'arme enflammée. Alors c'est un sort de niveau 1. Voilà, à savoir que bien sûr les sorts devront se tirer durant la phase des héros. Alors je vous la mets à l'écran pour mieux que vous puissiez mieux la voir. Il faut que je parle français là parce que là ça va pas aller. Arme enflammée. C'est un sort de niveau 1. Sur le D20, il faudra dépasser ou égaler cette somme avec bien sûr tous vos bonus. Si le sort est réussi sur une difficulté de 10, l'arme du mage ou celle d'une cible alliée s'enflamme. Elle rajoute 2 dégâts supplémentaires lors de son attaque si celle-ci est réussie. Ces dégâts se cumulent avec des dégâts de l'arme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la conception de mon jeu, tout comme dans PSS, mais ça on va le voir tout à l'heure, on peut faire des combos avec les personnages. C'est-à-dire que, un exemple, mon guerrier se déplace, il a droit à 2 actions et pas 2 fois les mêmes. Il va se déplacer au contact d'un ennemi. Donc, il va dépenser une action. Le mage dit « Attends mon pote, je vais enflammer ton arme parce qu'il faut que tu lui mettes sur la courge à ce gobelin. » Donc, il lance le sort, donc il va dépenser une action. On revient au guerrier qui, lui, maintenant, va déclencher sa deuxième action qui sera une attaque, mais il sera équipé d'une arme enflammée. Donc vous voyez, il y a stratégiquement, pour moi, ça offre des multiples combos qui vont permettre justement de, comment je pourrais dire ça, de créer une symbiose entre les personnages. Voilà. Et ça, et par exemple, on peut jeter ça sur un archer. Hein, pourquoi pas arme enflammée, on considère que c'est la flèche, il tire. D'autant plus que si l'archer utilise une capacité qui permet de tirer 2 fois, il va tirer 2 fois avec ce bonus-là. Vous voyez, donc il y a des combos qui peuvent être sympas. Voilà, on a terminé pour les cartes sorts. Allez, les cartes d'objets communs. Cartes d'objets communs. Bon, en gros, ça c'est le magasin. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors j'ai mis des doubles, moi. Tiens, j'en ai retourné une, voilà. Carte d'objets communs. Allez, on va prendre un bâton de mage amélioré. On va prendre une potion de soin. On va prendre... après le reste, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles certaines caractéristiques... Tiens, par exemple les guerriers aussi. Ok, je vais essayer de vous mettre ces 4... de faire rentrer ces cartes... ces cartes... Attendez, je répète, je rembobine ces 4 cartes à l'écran. Allez, voilà, on les a toutes à l'écran. Alors, objet commun. Et comme vous pouvez le voir, en dessous d'objets communs, vous avez des logos, voilà, les emblèmes de nos personnages. Et on peut voir que le bâton du mage amélioré n'est accessible qu'au mage, ce qui est normal. Et il vous confère en dessous, au-delà de l'illustration, les règles et effets. Donc là, typiquement, c'est super lisible d'un coup. Il rajoute plus 2 en volonté parce que le mage va utiliser la volonté pour jeter des sorts. Et il va bénéficier de plus 2 en attaque de corps à corps. Et il va infliger moins 2 dégâts à la cible. Et en dessous, j'ai oublié de vous préciser, vous verrez, il y a une pièce d'or qui stipule qu'on peut l'acheter pour 45 pièces d'or, Atlante. Mais si on veut revendre ce bâton, il va nous rapporter 22. Toujours moitié prix. D'accord? Voilà, et c'est un objet de niveau 2. Pareil pour l'objet commun des 4 guildes. Accessible aux 4 guildes, ça c'est effectivement, il faudra les acheter parce que, à moins que dans les règles, effectivement, dans un coffre, on vous dit de piocher un objet commun. Oui, ça arrive. Mais dans ce cas-là, il faudra les acheter. Alors, potion de soin. Ça, c'est tout le monde qui peut l'utiliser. Effet spécial, le héros ou l'autre héros, ça dépend parce qu'il y a une phase de se soigner, mais on verra tout à l'heure, va permettre de récupérer 3 points de vie. Voilà. Et c'est un effet immédiat. Voilà, il y a une histoire d'effet immédiat. Et on pourra l'acheter pour 10 pièces d'or et la revendre pour 5. Ensuite, on a un objet commun
armure côte de maille. C'est en fait là, s'il y a des petites particularités, ça sera écrit. Hein. Donc il rajoute plus 3 en défense. À ce stade de la présentation, je vous signale que l'accumulation d'objets, l'accumulation d'effets, l'accumulation des caractéristiques innées du personnage, quand on va lancer une action, ne pourront jamais, jamais, jamais dépasser plus 8 de bonus. T'as beau cumuler des... Enfin, on a droit qu'à une arme, à utiliser une arme, mais je veux dire des armes, plus le sort, plus le machin, ça ne... au niveau caractéristique, je parle de caractéristiques, hein, je ne parle pas de dégâts, ça ne pourra jamais atteindre, par exemple, on ne pourra jamais avoir un plus 12 en défense. Non, on s'arrêtera toujours à plus 8. Pareil pour l'attaque, pareil pour le tir. Voilà. Donc, ça c'était, ça c'est fait. Plus 3 en défense et moins 1. Et là, on peut voir qu'il y a le... Comment dirais-je? Il y a les effets de dégâts. Hein, sur une arme, et là par contre c'est un moins 1, enlève un dégât au total des dégâts infligés par l'ennemi. Là c'est spécifique, ça veut dire que si un ennemi vous attaque et vous inflige 3 dégâts, il ne faudra pas oublier d'utiliser cette règle, vous enlèverez un dégât aux 3 dégâts infligés, donc in fine il vous en met que 2. Voilà. Et on va terminer par la hache de guerre qui n'est accessible qu'aux guerriers forcément. Les guerriers que vous avez vus, c'est des guerriers vikings, c'est les ancêtres des vikings, les guerriers atlantes. Donc du coup, bah là, qu'est-ce que va faire cette hache de guerre? Elle va procurer plus 2 en attaque. Elle va enlever moins 2 en défense à l'adversaire, c'est-à-dire qu'un adversaire qui a 12 d'armure, bah, il a sur cette hache de guerre qui perce les défenses, la capacité de perçage, bah, au lieu d'avoir 12 en armure, en défense, bah, il n'aura que 10. Eh oui, c'est la force de l'hache. Par contre, elle va infliger moins 4 dégâts. Elle coûte 50 pièces d'or et à leur revente 25. C'est un objet de niveau 2. Voilà, ça, il y aura cet aspect de niveau aussi, mais ça va être expliqué plus en conséquence, plus dans d'autres extensions. On va passer maintenant aux cartes donjons. Allez, carte donjon, ça c'est le cœur du jeu aussi. Enfin, il y a plusieurs cœurs dans mon jeu. C'est comme dans les processeurs informatiques, il y a plusieurs cœurs. Voilà. Carte donjon, ben ça c'est les cartes d'exploration. Voilà. Il y a plusieurs tuiles de différentes tailles. Il y a des salles secrètes. Les salles secrètes ne sont pas comprises dedans. Ça, nous avons en gros une salle objectif où en fait, je vous expliquerai un peu plus tard, mais vous choisirez quelle sera votre pièce objectif. Soit ça sera une pièce de sortie, soit ça sera la salle objectif. Il n'y en a qu'une pour l'instant dans ce livre de base. Ou alors vous définirez une salle qui vous plaît. Et il y aura la spécificité justement de mélanger les cartes. Je vais vous l'expliquer tout de suite parce que je vais l'oublier après au niveau des règles. Quand vous concevez un donjon, vous suivez les concepts de ce que je vous ai expliqué sur les quêtes. Par exemple, vous allez tirer, il y a des cartes de donjon qui font 5 x 5. Vous allez en tirer 2 de chaque, tac, admettons, 2 de chaque, voilà. Hop, celle-là, je les range. Ensuite, vous avez des cartes donjon qui font du, je crois que c'est du 6 x 5. Voilà, hein, 4, 6 x 5. On en tire pareil, on les mélange, on en tire 2. Bon, on va les mettre un peu comme ça. Et vous avez les couloirs. Alors, les couloirs de différentes tailles, etc. On va mettre les salles objectives de côté. Salle de sortie, voilà, admettons. Admettons que je les tire au hasard. Tout ça, je vais le mélanger. Je le mélange. D'accord. Je vais prendre 2 cartes du dessous du paquet. Je vais y glisser... Admettons une salle objectif, admettons c'est la salle de sortie, je la mets dedans, je mélange, tac, et hop, je viens en dessous du paquet, ça sera mon paquet d'exploration de donjon. D'accord. J'ai trouvé que c'était sympa de ne pas savoir à quel moment va se trouver la salle objectif, parce que potentiellement elle est dans les 3 dernières cartes, donc il faudra explorer ça. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné lors de la phase d'exploration? On verra les phases tout à l'heure. C'est qu'on va, quand des
aventuriers passent d'une salle à l'autre. Déjà, ils vont choisir par quelle porte ils vont passer. Donc, ils vont se mettre devant dans un ordre qu'ils auront choisi. Et ils vont explorer. On explore la carte. Et on a la salle donjon numéro 7. Après, je vous montre les tuiles. À ce moment-là, on va chercher la salle donjon numéro 7. Qu'on va mettre à la suite. Il faudra coller, mais je vous expliquerai tout à l'heure sur les tuiles. Il faudra coller la porte par laquelle on rentre dans la salle. Il y aura des petits tirets verts pour vous faire correspondre les salles. Et on va se fier par rapport à la tuile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les décors, les icônes tête de gobelin que vous avez dessus vont jouer sur le jeu. Ça, je vous l'explique tout à l'heure. Mais ce qu'il est bon à savoir, c'est qu'en dessous de cette carte, vous avez toujours un système d'iconographie. Donc là, cette tuile spécifique, il y a 4 monstres de présent. Enfin, cette carte va signaler que sur la tuile, il y a 4 monstres de présent. Il y aura potentiellement un piège, mais ça, on le verra tout à l'heure au niveau des règles. Et il y a un coffre qu'il faudra crocheter avec un 9+ sur cette carte. C'est-à-dire que avec votre connaissance générale, il faudra dépasser 9 ou plus sur le coffre. Et on pourra piocher une carte trésor. Voilà, en gros, ça, c'est le système. C'est très lisible, c'est rapide. Moi, ça me va. J'ai pas besoin de faire 36 millions de textes, d'écrire du texte à la fois. Non, là, je préfère des icônes. C'est plus rapide. C'est voilà. Une fois qu'on a appris tout ça, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc, je remets la carte donjon. On va voir les salles secrètes. Donc là, les salles secrètes ne s'ouvriront que si une salle contient un passage secret, auquel cas, ben, on va tirer au hasard une salle secrète et hop, on va l'explorer. Donc là, ça sera une phase d'exploration. Alors, les salles secrètes, la particularité, je vous la mets à l'écran, la salle secrète numéro 1, par exemple, il y en a 4 en tout. Hein. J'en ferai plus dans les extensions. Salle secrète numéro 1, alors, on peut voir qu'on rentre par la gauche avec les petits tirets verts. C'est là où on rentre. J'ai pas voulu mettre de flèches, j'ai pas voulu mettre de petits tirets, quoi que ce soit. Là, c'est directement sur la porte, c'est-à-dire c'est par là qu'on rentre. La spécificité de ces salles, c'est que elles sont sans issue. En général, elles sont regorgées d'or. Bah, oui, c'est l'intérêt des salles secrètes. Mais elles sont gardées, toujours. Donc là, typiquement, nous avons 3 tas d'or. Alors ça, j'expliquerai tout à l'heure au niveau du matériel, parce qu'il y a des pions or qui seront face cachée et posés sur ces tas. Et nous avons un coffre dont il faudra suivre les indications en bas de la carte. Toujours pareil, lisibilité absolue. Cette salle contient 3 monstres, donc c'est la salle secrète numéro 1. Elle contient 3 monstres. Il y a potentiellement 3 pièges dedans, on verra ça tout à l'heure. Et il y a un coffre qui est un peu plus difficile à crocheter, du 13+ sur un des 20. Et par contre là, on va looter, hein, on va piocher. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les lutins, n'est-ce pas Dédé mais les autres aussi, Alain et Alexandre, mes testeurs aussi. Et là, on va piocher 3 cartes trésors. Cartes trésors qu'on va voir maintenant. Donc, potentiellement, dans ce coffre, il peut y avoir un piège. Mais ça, je vais expliquer la règle des pièges tout à l'heure. Et on va passer aux cartes trésors. Alors, il y en a quand même un paxon. Je crois qu'il y en a une vingtaine ou une trentaine, je ne m'en souviens plus. Et ça, c'est les cartes qu'on va piocher. Allez, j'en pioche une au hasard. C'est quoi? Ah bah tiens, c'est un piège. Bon, je vous le mets quand même. Allez, on en repioche une. Oh, c'est encore un piège. Non, alors attendez, je vais... Voilà, tiens, carte trésor. Allez, je vous mets ça à l'écran. Alors, les pièges, bah, ce que j'y suis, je vous explique. Idole maudite. 12, c'est la difficulté pour le désamorcer, parce que vous aurez toujours la possibilité de désamorcer un piège. Voilà, et celui qui essaye de désamorcer le piège, il va se le prendre dans la gueule. C'est pas tous les autres qui vont le ramasser. Voilà, c'est juste celui qui essaye de le désamorcer. C'est pour ça que c'est une difficulté de 12 ou plus. Alors, déclencheur, fouille d'un coffre, salle, couloir, etc. En fait, c'est quand on va fouiller quelque chose, tout simplement. Les effets, la malédiction. Alors, il va se prendre un volonté -1.
Il va subir une malédiction, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, et pendant tout le tour du personnage, il va se prendre une malédiction d'entrée. Enfin, il va se le prendre pour le tour d'après. Voilà, il va se le garder pour le tour d'après. Et la durée, le tour prochain. Voilà, c'est spécifique et ça a -1 en volonté. J'ai mis une iconographie, une petite illustration sympa qui la représente. Et ensuite, nous avons la carte trésor à côté. Vous trouvez une potion de givre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Le héros qui jette cette potion sur un ennemi situé à 2 cases de distance ou moins subit un gel immédiat. Il ne pourra rien faire durant ce tour. Ça veut dire que vous pouvez carrément geler un ennemi sur place. Alors, effet, c'est pendant ce tour. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez friser un ennemi. Vous pourrez l'attaquer, mais il ne pourra pas attaquer, mais malgré tout, il faudra dépasser sa classe d'armure. Hein, vous pouvez le faire. Bon. Et ça vous permet de temporiser sur un monstre. Voilà. Ça, c'est important de le savoir. Donc, il y a plein de combinaisons comme ça. Il y a une logique de règles à suivre, même si j'ai essayé d'être le plus clair et le plus détaillé possible dans les règles. Mais si j'ai oublié quelque chose, veuillez m'en excuser déjà, mais il y a une logique après derrière qui fait que s'il est gelé, il ne peut pas attaquer, mais il pourra se défendre parce que tu tapes dans de la glace. Donc forcément, ça ne rajoute pas d'armure, mais il aura toujours son bonus de défense. Hein, voilà. Alors on aura des objets légendaires et des boss, dont effectivement on va retrouver l'iconographie dessus et les règles vraiment spécifiques aux objets légendaires. Avec toujours un système d'iconographie, comme par exemple l'épée paladine. L'épée paladine est une épée qui, donc tous les héros pourront l'utiliser. J'ai calqué là-dessus parce qu'autrement, si je commence à dire tiens, qu'il n'y a que le mage ou il n'y a que le guerrier, non, là j'ai voulu que ça soit une épée. Une épée est utilisable par un mage, hein, oui, on l'a vu dans le Seigneur des Anneaux, hein, il me semble, un Gandalf le blanc, il me semble qu'il a une épée. Donc là, vous en aurez 2 d'objets légendaires. Vous aurez l'arc elfique éthéré qui a des règles, ma foi, pas mal du tout. Et l'épée paladine qui, là, c'est typiquement, c'est sur les morts vivants que ça se passe. Voilà, donc ça, je vous laisserai découvrir. Et enfin, pour terminer, je pense que j'ai terminé, toutes les cartes, tous les monstres, niveau 1. Les monstres, niveau 2, 10 monstres niveau 1. 5 monstres niveau 2 et 3 monstres niveau 3. On va prendre un monstre au hasard niveau 1. Tiens, un archer gobelin. Je vous le mets à l'écran. Archer gobelin, illustration, en haut à droite, point de vie. Et les caractéristiques, toujours la même chose. Caractéristiques, visuel. Bon, marche, 5 cases. Défense, classe d'armure, ce que vous voulez. Hein, voilà. 8, c'est-à-dire que pour le tuer, il faudra, pour le blesser, il faudra faire un GD, faire 8 ou plus, tout simplement. Et une spécificité au niveau de l'icône sur le D20, qu'est-ce que veut dire cette icône? C'est-à-dire que pour attaquer, on verra tout à l'heure ça aussi en détail, pour attaquer, il devra faire le plus haut score possible. C'est pour ça que j'ai mis un D20 plus, parce que derrière, il va y avoir un jet de défense du héros. Par exemple, il jette un dé, il fait 14. Alors, il y a une aléatoire assez, quand même, comment je pourrais dire ça? C'est pour ça que j'ai choisi un D20 pour jouer, parce que j'ai une amplitude qui est beaucoup plus forte que sur des D6. Ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise. Et ce score qu'il aura atteint, admettons 14, le héros qui est attaqué devra faire 14 ou plus. Donc il prend ce score, il regarde sa capacité innée de défense, son armure, son bouclier, peu importe ce qu'il a, il a des bonus, admettons 3, il jette le dé, s'il fait 10, il ne fait pas 14, donc il va se prendre les dégâts. Il va se prendre les dégâts qui sont de 3. Alors, les archers, c'est spécifique, hein, je disais au niveau des monstres, hein, je vais expliquer vite fait après. Il a une capacité de tir, il a des armes de tir à distance, il inflige -3. Donc là,
typiquement, le héros, s'il rate son jet de défense, il va se prendre -3 dans la tronche. Par contre, s'il est au corps à corps, je considère que j'ai pas associé de carte à chaque monstre ou même à des héros, hein, ça c'est la spécificité. Par contre, en attaque corps à corps, c'est pas un guerrier de corps à corps, donc il va avoir 0. Par contre, il infligera qu'un dégât parce qu'on considère qu'il a un petit couteau, une dague. Et pareil pour certains héros comme les archers. Voilà, ça j'avais pas envie d'équiper une carte de dague en sachant que les archers sont spécifiés en tir, ils ont toujours une dague sur eux, mais au combat au corps à corps, bah, ils auront leurs caractéristiques, mais la dague n'infligera qu'un dégât. Parce que les armes commencent à 2 dégâts, chacune, au départ. Ensuite, en dessous, alors ça va changer. Le nombre d'or que récolte le héros, ça va sauter parce qu'on s'est aperçu que c'était un peu trop d'or là. Ouais. Ouais, ça fait un peu trop d'or. Les cartes de loot, je pense que ça va peut-être sauter ça aussi. Parce que ça fait trop après. Je veux bien que les gens aiment le loot, hein, le tirer des pioches. Mais sauf que là, j'ai voulu vraiment... C'est de l'excès. Ça, c'est de la boulimie de créateurs et de joueurs à la fois. Par contre, le 7, on gagne 7 points d'expérience, blam, d'entrée. Ça, il faudra le noter quelque part sur une petite feuille. Point d'expérience, point d'or. Voilà. Et au fur et à mesure, ça sera cumulé. Petite précision à ce stade. L'or et l'expérience, c'est un pot commun. C'est pas le guerrier qui gagne 7 points d'expérience parce qu'il a tué l'archer. L'archer gobelin. Parce que si le guerrier, il passe 2 tours à massacrer... quelqu'un et que l'archer, il arrive, il met un petit coup de dague, il tue, c'est pas l'archer qui va gagner les points d'expérience. Enfin là, vous voyez, j'essaie d'être... Non, c'est une expérience de groupe et de l'or de groupe et on dépensera ces expériences et cet or pour équiper nos personnages selon notre envie. C'est pas, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas individuel, c'est du groupe. Je reviens sur l'archer gobelin parce que je l'ai noté dans les règles. Il faudra peut-être que je modifie ici. Je sais pas, tire d'abord et se déplace ensuite. C'est pas totalement vrai. Un archer tiré au hasard, bien sûr, dans le sac de pioche et qu'on positionne sur la tuile. Son rôle d'archer, c'est de tirer. C'est pas logique qu'il aille au corps à corps. C'est pas donc tant qu'un archer peut tirer sur une cible qui n'est pas en corps à corps, c'est interdit de tirer au corps à corps, pourra tirer. Mais sauf que elle fera qu'une action dans ce tour. Hein, oui, parce qu'elle va passer son tour à tirer, même si elle a 2 actions, parce que les monstres auront 2 actions aussi. Par contre, s'il n'y a plus de cibles disponibles, qu'elles sont toutes au corps à corps, dans ce cas-là, elle ne tire pas. Elle ne peut pas tirer au corps à corps. Elle va se déplacer vers l'ennemi le plus proche en contournant les obstacles, ça on le verra tout à l'heure, pour attaquer et éventuellement apporter du soutien au combat. Mais ça on va le voir après. Voilà. En gros on a fait... alors je vous laisserai découvrir les monstres. Ouais voilà, il y a des monstres niveau... Je ferai une partie de toute façon. Une partie filmée. J'en ferai une pour les explications des règles. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, en gros, vous avez à peu près tout ça, quoi. Hein, c'est pas mal. Bon, il y aura de la découpe à faire, mais ça se fait vite. Vous savez, vous vous mettez devant une émission YouTube, c'est ce que je fais moi, et je découpe avec un... Alors, pas forcément un cutter, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, ces appareils qui vous permettent vraiment de couper droit, tac, tac, et mettre vos cartes, vos protège-cartes, etc. Et puis vous écoutez l'émission, ou un tuto de peinture, par exemple, hein, le gars là, il est sympa, de la chaîne des figurines et des 2 jeux, il a plus de 50 tutos de peinture, vous pouvez écouter en même temps, voilà, voilà. Si vous le connaissez, il est sympa. Voilà, eh bien, écoutez, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de passer au côté matériel. Alors je sais, cette vidéo est un peu longue, mais vous voulez tout savoir, j'essaye de tout vous donner. Allez, on va faire un petit tour vite fait sur tout ce qui est matos que vous devez avoir, hein, fournir. Alors, je vous passerai, on va dire, les décors et les figurines, parce que si vous suivez ma chaîne, vous voyez que j'avais mis en ligne une vidéo où je montrais un donjon. D'ailleurs j'étais en train déjà de travailler là-dessus, où je montrais un donjon avec des décors et des figurines, et aussi des tuiles que j'avais imprimées en 3D et peintes.
Donc je vous les mets à l'écran, vous les voyez à quoi ça ressemble, donc je ne vais pas revenir dessus, parce que ça c'est autre chose, ça fait partie de, on va dire, du bonus, de vos bonus, pour prendre en compte le jeu, vous l'approprier et développer ce que vous voulez, ça c'est sympa. Ok, on revient, donc, alors moi j'ai ça, hein, ça c'est les petites boîtes qu'on achète à Action. Alors qu'est-ce que j'ai dedans? Alors j'ai mis un pack sondé, peut-être même un peu trop, ça va servir pour noter les points de vie des figurines, vos personnages, ou sur les monstres qui ont perdu des points de vie, s'il en reste, je conseille des petits dés. Voilà, ça c'est sympa. Le fameux dé 20, moi j'en ai pris 4 parce que je suis... Même 6, oh mon dieu de différentes couleurs parce que je suis boulimique, parce que limite on est 4 joueurs, bah, chacun veut un dé, bah, voilà, il prend son dé. Dé 20, il y en a qui ne connaissaient pas. Hein, j'ai une amie qui ne savait pas ce que c'était qu'un dé 20, bah, voilà, c'est ça. C'est ça un dé 20. Donc voilà, à 20 faces. Donc on jette le dé. Hop. Et là, hop, on regarde. J'ai fait 9. Pas terrible. Les pions, les fameux pions. Quand on explore une tuile. Alors, quand on explore une tuile, on va sur la tuile. Je l'explique maintenant parce que ça me vient. On va devoir poser un pion or dessus. Alors, il existe d'autres méthodes. Moi, je vais peut-être utiliser les pions de Pirate of the Spanish Main. C'est des pions ronds avec une face... mais vous, une fois que vous aurez fait votre phase d'exploration, ben vous, tac, retournez. Hop, je gagne 8 or. Voilà. Alors, pour ceux qui aiment de l'or, hein, Dédé, il aime de l'or. Ah ben tiens, t'en as là de l'or. Voilà. Ça, c'est voilà l'exploration. Bien sûr, sur la tuile, vous aurez différentes décors. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Je finis avec les pions. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Les tuiles. Mais ça, c'était juste pour vous expliquer. Ensuite, effectivement, pour symboliser que vous avez joué une action avec vos personnages, dont je vais retrouver les cartes quelque part que je viens de ranger. Je ne sais pas où je les ai foutues. Elles sont là. Voilà. Pour marquer l'action que vous avez fait quand vous faites des actions alternées entre l'archer, le mage, etc. Par exemple, le mage décide de... Il a 2 actions de base. Je pense qu'il gardera 2 actions de base. Forcément, pour savoir ce qu'il a fait, bah, l'archer décide de marcher. Il se déplace. Je mets un pion pour signaler qu'il a utilisé son action de marche. On ne pourra pas faire 2 fois la même. D'accord ? Et une fois qu'il s'est déplacé, pour avoir un meilleur angle de tir, il va dire « je tire ». Et là, il utilise sa deuxième option de tir. Alors, je les ai faites... Enfin, ça, c'est des pions de loto. Vous savez, quand vous jouez au loto, tac, tac. Comme ça, ils sont transparents. Et comme ça, je vois les bonus. Voilà, là, j'ai un +3, je sais. Et ça, c'est bien d'avoir des pions. Bon, ceux-là ne sont pas compris dans le jeu. Ceux-là sont compris dans le jeu. Donc, en fait, vous voyez que vous avez très peu de matériel à avoir, finalement, pour jouer, puisque tout vous sera fourni. Les pions monstres que vous mettrez, oui, alors par contre, il faudra avoir une petite pochette, petit sac de pioche opaque, dans lequel vous suivrez les indications de quête et vous mettrez vos monstres dedans. Voilà. Et puis, hop, à un moment donné, quand vous allez explorer une salle, vous allez tirer un pion et vous allez venir le mettre. C'est taillé pour, hein, à l'endroit où il y a l'icône. Ici, tac, voilà, là j'ai un rat géant. Voilà. Vous remarquerez que les tuiles, je les ai pas plastifiées. Alors, vous voyez, tac, tac, tac. Là, on peut jouer sans figurine. Voilà, c'est un petit peu le... Ça peut être aussi un jeu de voyage. Voilà, ça prend pas beaucoup de place et voilà, vous allez vous régaler. Donc ça, petit sac de pioche. Quelle que soit une tasse, quelque chose d'opaque où on ne voit pas au travers. Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'oublie là? Ça, les monstres au niveau 2, bien sûr, avec leurs caractéristiques. Donc il y en a 10. 10 monstres niveau 1 x 2. C'est-à-dire que ça vous fera 20 monstres dans le sac de pioche, il y a de quoi tourner. Parce que quand le sac de pioche est vide, bah, il faudra le remplir. Donc vous reprenez les pions défaussés de vos monstres et vous les remettez dedans. Ouais. Mais ça, je l'ai précisé parce que pour moi, c'est logique. Mais c'est vrai que des fois, on dit, bah, s'il n'y a plus de pions de monstres, je fais quoi? Bah, la logique veut que tu réalimentes ton sac de pioche. Donc voilà, ça c'était spécifique. Alors ça c'est fait pour le matériel, donc je vous mets pas les figurines, je vous mets pas tout ça. Je vais vous montrer, alors ça c'est la pièce objectif. Elle est pas encore
plastifié parce que je l'ai imprimé il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Ensuite, vous avez bien sûr, au-delà des pions monstres, vous aurez les pions héros. Donc vous voyez, je ne les ai pas découpés, mais je tenais à vous les montrer. Et pourquoi j'en ai mis 2 de chaque? Parce que vous pouvez jouer avec 2 espionnes, un archer et 2 guerriers. Voilà, peu importe. Ouais, non, il en faut 4 maximum, je dis des bêtises. Là, c'est les pions état, parce qu'à un moment donné, il y a des sorts ou des trucs incapacitants qui vont vous entoiler, par exemple. Ça, ce pion-là, vous le découpez, vous collez sur un carton fort, vous le plastifiez éventuellement avec une plastifieuse, et quand un personnage est entoilé, on prend le pion état et on le fout sur sa carte pour se rappeler qu'il est entoilé pour le tour d'après. Vous voyez, donc j'essaye de penser à tout. Il y a d'autres pions état. Quand on gagne en fonction des sorts, des plus 5, des plus 2 en défense, des états empoisonnés. Les états empoisonnés étaient un effet spécial qui là fait descendre toutes les caractéristiques. Là, tu t'es empoisonné, si tu as un tir plus 3, ben, alors tu auras un tir de 2. Si tu as une marche de 5, ben, là tu auras une marche de 4. Si tu as une volonté de 0, ben, ça sera moins 1. Voilà, donc après il y a une logique. Vous voyez, donc là j'ai les pions des boss. Les pions, alors j'ai pas encore tout. Ah oui, j'ai des gabarits aussi. J'ai des gabarits. Ça c'est boule de feu. Voilà, un gabarit boule de feu qui fait à peu près 7 cases de 2,5. Donc c'est du pouce. On est en pouce. Et là c'est des gabarits, donc explosion. Alors je vais mettre dans ce sens-là. Gabarit, explosion ardente, c'est un sort. Gabarit sort d'orage contrôlé, c'est un sort. Gabarit flèche de glace, c'est un sort qui intervient sur 4 cases. Ça veut dire que ça, vous verrez qui vous touchez sur le donjon. Si vous avez 2 monstres qui sont à quoi vous vous débrouillerez pour en toucher le maximum, mais à condition de respecter les cases. Voilà, ça c'est important. Il y a des trucs, je sais pas encore. Bon, là, c'est les pièces secrètes. Voilà, que j'ai réimprimé avec des décors, des squelettes. Et je pense qu'on a fait le tour. Sauf que maintenant, je vais vous montrer l'anatomie d'une tuile. Allez, on va commencer l'anatomie des tuiles par la tuile de départ. Alors, ça va vous paraître un petit peu bizarre, parce que j'entends vos questions. N'oubliez pas que je suis un mage elfe niveau 117, quand même. Hein, bon. Alors, pourquoi une tuile de départ? Comme dans tout jeu, on part. Mais vous verrez qu'effectivement, on va dire, oui, d'accord, je vais me déplacer de cette phase. Alors là, ça sera une phase neutre, hein, parce que vous allez vous déplacer, mais vous n'avez pas besoin de se déplacer, tu vas me dire, Eric. Quand même, tu poses déjà les figurines sur la porte que tu vas explorer. Oui, mon grand. Sauf que, faut penser à tout. Si vous décidez, avec 4 aventuriers, de faire une séparation de groupe, un petit peu comme dans les films d'horreur, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Mais, pourquoi pas? Un guerrier, un archer, un mage, une espionne, qui vont chacun sur la tuile de départ. Il y a des portes là, symbolisées par des portes. On le voit. Explorer une tuile de chaque côté. Tout simplement, donc, au départ, on va venir positionner, même si vous êtes 4, vous allez décider qui rentre en premier. Alors, en général, c'est le tank, hein, c'est le guerrier. Le mage éventuellement en arrière parce qu'il est un peu faible au départ. Et l'archer, l'expion ou peu importe, ou 2 guerriers, comme vous voulez. Voilà la tuile de départ. Donc elle est numérotée. Toutes les tuiles sont numérotées en bas à droite. Donc là c'est la tuile 0. Logique. Et ensuite tuile 1, 2, 3, 4, 5. Et la tuile objectif est différente. Est-ce que... Attends, je l'ai mise où là? Parce que ça j'ai oublié de vous montrer. Parce qu'elle, au lieu d'avoir un icône en bas à droite, un médaillon gris, elle aura un médaillon rouge. C'est pour les différencier. Les tuiles objectifs ont un médaillon rouge. Voilà. Sauf que je suis en train de me dire que si la tuile de sortie... non, la tuile de sortie, je ne me rappelle plus. Elle n'a pas un médaillon rouge, elle a un médaillon S, je crois. Donc voilà, ça c'est pour reconnaître les tuiles en fonction des cartes. Donc là, hop, on va faire l'anatomie de cette tuile. Donc admettons, je l'explore. Je suis comme ça, je décide d'aller là, je vais venir faire coïncider les petits tirets verts avec la porte qui est là. Voilà, tout simplement.
Et là, on commence à concevoir notre donjon. Hop, je vais virer ça. Voilà, on verra mieux là. Et là, on va rentrer dedans. Alors, qu'est-ce qu'on voit dedans? Ben, ma foi, il y a des choses. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, quand vous avez une toute petite surface de jeu et que la tuile précédente ne sert plus à rien, on ne fait pas de retour arrière dans le donjon, on ne revient pas à la tuile de départ, même si on a conquis la tuile objectif ou on sort par une tuile de sortie. Dans ce cas-là, vous repositionnez comme vous voulez votre tuile. Voilà, là on va être bien pour l'analyser, mais ce que je vais faire, je vais vous le montrer à l'écran en combinant la carte donjon numéro 8, voilà la salle donjon numéro 8, à la salle, on va dire, la tuile officielle. Donc on peut voir que en bas, ça correspond. Salle donjon numéro 8 sur la carte et salle tuile numéro 8 sur la tuile, en bas à droite. Alors, j'ai essayé de faire ça discrètement pour que voilà, ça soit tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? On peut voir qu'il y a 4 monstres. Et effectivement, il y a 4 icônes monstres dont j'ai voulu fondre dans le paysage, mais qui soient quand même visibles. Nous avons un passage secret à droite avec le petit cadenas. Il faudra faire un jet de connaissance générale pour pouvoir ouvrir une salle secrète qui en général regorge d'or, je le rappelle, et qui contient des monstres pour les garder. Et ensuite, nous avons un coffre tout en haut à droite qui contient, bien sûr, un cadenas dont, pour l'ouvrir, il faudra faire un jet de 12 ou plus pour le déverrouiller. Et on pourra potentiellement, attention, tirer 3 cartes trésors. Sauf que dans ces 3 cartes trésors, il se peut qu'on tombe sur un piège. J'expliquerai les pièges plus tard dans les règles. Voilà. Ensuite, anatomie de cette carte. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a différents décors dont vous pourrez poser vos propres décors dessus. Nous avons en haut à droite, nous avons un espèce de buffet, d'accord, entouré d'un cercle rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en gros là, c'est un obstacle infranchissable et c'est un obstacle qui peut potentiellement, on va dire, selon l'angle de tir d'un archer, procurer du couvert. Sauf qu'on ne pourra pas le franchir en matière de déplacement. Voilà, et tous ces décors ayant cette, on va dire, cet encadrement rouge, voudront dire que c'est infranchissable. Par contre, les décors jaunes, oui, seront franchissables à raison de dépenser. En raison d'une case de mouvement, il faudra dépenser 2 points de mouvement. Voilà, tout simplement. Ils procurent du couvert et pourront être franchissables uniquement par les héros, pas par les monstres. J'ai pas voulu intégrer ces règles-là, ça devient un peu compliqué après. Donc là, les héros, ils contournent tous ces trucs. D'accord? Les monstres contournent tout ça. Bon, voilà, j'ai essayé de m'appliquer pour avoir des tuiles assez originales. Elles sont toutes uniques. Et il n'y en a pas une qui se ressemble, sauf que la taille est identique. Je vois, là, on est sur une carte une tuile de 6 x 5. Il y en a 3, je crois. Il y a 5 tuiles de 5 x 5. Bon, on reste dans du donjon. Dans l'extension, ça sera différent. On ira faire un tour dehors, vous verrez. Mais dans l'extension, pas maintenant, il fait froid. Hein. En Occitanie, il fait froid là. Mais vous aurez compris que dans l'extension... ça sera un petit peu différent, mais on pourra aller dans les plaines, etc. Mais je suis en train de travailler. Bon, c'était une petite aparté. Donc on retrouve en bas la porte. Voilà. Quoi de plus? Une porte en haut à gauche. Hein, voilà, c'est assez discret, vous pouvez aller voir. C'est discret, ça se fond dans les décors. Une porte pour aller explorer une nouvelle pièce qu'on va découvrir justement à l'écran. Voilà. C'est une nouvelle pièce qui est la pièce numéro 6 dont je vais chercher la carte et je vais vous la mettre à côté pour que vous voyez la correspondance. Et voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette salle donjon numéro 6? On a 3 monstres et potentiellement 3 pièges. D'accord? Donc, est-ce qu'on avait des pièges dans la salle précédente, la 8?
Eh ben non, il n'y avait pas de piège. Ça arrive hein, qu'il n'y ait pas de piège. Hein. Donc, toujours pareil, on retrouve des décors encadrés en rouge et des décors encadrés en jaune. Les icônes d'apparition des monstres. Et la particularité, c'est que là, il n'y a pas de salle secrète. Mais par contre, vous aurez un petit ador en haut à gauche, dont il faudra bien sûr aller chercher. Et vous aurez deux portes qui vous permettront de partir ou à droite ou à gauche. Ou en haut, pardon. Et bien sûr, toujours la symbolique de la porte d'entrée avec les tirets verts qui symbolisent qu'on l'a ouverte. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Juste un petit aparté au niveau des tuiles. Si toutefois, vous possédez des tuiles vierges chez vous, ou si vous avez... Moi, j'ai investi dans ça, là, pour faire mes tests. J'ai investi dans ça. D'accord ? Donjon RPG modulaire map tile, ok. Le fait d'avoir mes propres tuiles, ben, d'un côté, ça me permet soit de poser des décors et d'avoir directement tout le jeu devant moi. Autrement, si vous avez des tuiles vierges, quel que soit le jeu, il faudra bien sûr au mieux ben, avoir quand même la tuile correspondante à sa taille, hein. Ça c'est important. Alors est-ce que j'en ai là deux? Parce que ça je les ai pris pour faire des tests, mais bon je m'aperçois que tiens, on va prendre cette grande tuile là. Alors je les ai pas dépunchées encore, mais voilà, c'était pour essayer d'approcher le joueur au maximum, éventuellement des tuiles qu'il possède, des portes éventuellement, parce que là ça contient alors moi je sais que j'aime beaucoup P-Work Wargame parce que je suis partenaire avec eux et j'ai présenté déjà des tapis de jeu et il y a des tas de, vous voyez, des tas d'or, donc ça c'est sympa. Voilà, il y a des pièces, il y a des portes, il y a ce qu'il faut. Alors ça va permettre aussi de poser votre tuile et en fonction de la carte, hop, attendez, je ramasse celle qui est en fonction de la carte que j'ai tirée, il faudra adapter. Par exemple, là, il y a un voilà. Ok, là, j'ai un buffet. Là, j'ai un baril. Là, j'ai ça. Là, j'ai un autre truc. Là, j'ai une porte d'entrée. Là, j'ai une porte d'entrée. Porte de sortie, porte de sortie. Il faudra reproduire. Ce monstre-là apparaîtra 1, 2, 3, 4, 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Il faudra le mettre là. Ah, ça tombe bien, c'est une... Ah, mais non, c'est pas une 6x6. Après, éventuellement, vous placez tout le haut ici. Si vous avez une case, vous voyez, c'est pas limité à mes tuiles. C'est vous faites plaisir. Le but de ce jeu, c'est de se faire plaisir. C'est pas de se prendre la tête. Vous connaissez ma philosophie hein, en ce 10e anniversaire de chaîne. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que le but, c'est de s'amuser. C'est pas de se prendre la tête sur un truc de règles. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que de jeter des dés 20. Voilà, enfin je crois. Ok, écoutez, moi ce que je vous propose de faire là, c'est maintenant de passer dans le cœur du jeu qui sont les règles. Donc déjà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Mais vous vouliez tout savoir. Ça prend du temps. Voilà, allez, à tout de suite pour les règles.